à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet tout aussi passionnant que stratégique. Comment réinventer la compétitivité des ETI à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc pour cela et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Tissier. Merci d'être là avec nous, Élise. Vous êtes directrice de BPI France Le Lab. Le Lab, en deux mots, c'est apporter un éclairage aux responsables d'entreprise, en particulier les ETI, mais pas que, sur toutes ces mutations économiques, technologiques et aussi organisationnelles. On va y revenir un petit peu. Chez KPMG, nous sommes convaincus que l'IA est une disruption pour les entreprises. Nous sommes convaincus que les équipes dirigeantes doivent s'emparer de ce sujet de manière urgente. Toutes nos études confirment une adoption très forte de l'IA. 71% des organisations mondiales utilisent aujourd'hui l'IA dans une partie de leurs fonctions. Elles étaient 34% à le dire il y a 2 ans. En France, 76% des entreprises utilisent l'IA dans le processus de production de l'information financière et 73% d'entre elles considèrent qu'elles ont déjà atteint un ROI positif. Pour les ETI, c'est un petit peu une adoption un petit peu différente, on va dire en tout cas dans le rythme. On considère, ou en tout cas on comprend que les responsables d'entreprises ETI se posent toujours des questions très concrètes sur quels sont les cas d'usage à privilégier, quelles sont les ressources à recruter, à attirer, quels sont les partenaires également à sélectionner pour se lancer dans cette transformation et surtout comment adopter une IA éthique qui soit en ligne avec la culture de l'entreprise et aussi qui défende l'intelligence collective. Selon le Lab, Élise, une entreprise, une ETI sur 3 utilise aujourd'hui l'IA et 1 sur 5 prévoit de l'utiliser prochainement. Donc c'est plutôt bien, mais on a encore un petit peu de marge de manœuvre. Je commence par ma première question. Vous êtes au contact tous les jours de ces responsables d'entreprise, les ETI. Comment ils perçoivent cette transformation? Est-ce qu'ils s'en emparent ou au contraire, est-ce qu'ils la subissent? Alors bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation, ravie d'être là. Alors déjà j'ai une bonne nouvelle sur l'adoption parce qu'effectivement on a mesuré il y a très récemment que 30% des PME ETI avaient adopté l'intelligence artificielle et c'est même beaucoup plus pour les ETI parce qu'on dépasse la moitié des ETI sur un échantillon d'entreprises représentatives du tissu économique français ont adopté l'IA. Donc on voit qu'il y a quand même un taux d'adoption qui est assez fort. Deuxième bonne nouvelle, et ça je pense qu'il faut le souligner, c'est la progression en 1 an. C'est assez simple, on a doublé. Donc, et ça concerne, alors aujourd'hui on parle des ETI, mais ça concerne aussi les PME. Entre décembre 2023 et décembre 2024, on est vraiment passé du simple au double pour ces entreprises. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière IA? Parce que c'est vrai que depuis 18-24 mois, peut-être un peu plus maintenant, on a quand même l'IA générative qui est venue s'insérer et d'ailleurs qui a fait beaucoup de tapage médiatique et on voit que ça se ressent sur l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Donc derrière ce taux d'adoption, il y a les entreprises et les ETI qui emploient des IA génératives, celles qui emploient que des IA non génératives, je pense notamment à l'industrie, et celles qui emploient les deux. Et là, les taux d'adoption sont beaucoup plus variés, je dirais, puisque sur celles qui l'ont adopté, on n'en a qu'un tiers qui utilisent IA générative et IA non générative. Après, autre élément aussi que je voulais vous partager ce matin, c'est un peu dépasser les fantasmes. Parce que finalement, sur l'IA, tout le monde fantasme selon son point de vue. Donc, si je veux vous vendre de l'IA, je vais vous dire que de toute façon, toutes les boîtes en font, et en particulier les ETI, et qu'il faut absolument que vous puissiez l'IA, puisque sinon, vous serez très en retard. Autre élément qui revient aussi beaucoup, c'est le shadow IA. Beaucoup nous disent, oui, non, mais finalement, l'IA est partout, puisque comme les collaborateurs utilisent l'IA, même sans le dire à leur patron, bah, finalement, toutes les boîtes s'y mettent. Oui, peut-être. Mais en attendant, si vos collaborateurs utilisent l'IA pour bosser, entre guillemets, dans leur coin, c'est peut-être de la productivité qui ne remonte pas. Donc, peut-être qu'ils utilisent ce temps pour faire autre chose. Ça, vous ne pouvez pas le savoir.
Autre fantasme inverse, c'est ceux qui crient en permanence sur ce retard français, on n'est jamais assez bon, ça va pas assez vite. Comme je vous l'ai dit, on voit cette progression et elle est importante et il faut la souligner. Nous, on peut le voir aussi chez BPI France à travers le succès de différents programmes de formation, de sensibilisation. Là, je pense par exemple à IA Booster. Ce n'est pas qu'un rêve de penser ça. Et dernier point aussi que je voulais vous partager ce matin, c'est que, ok, on parle beaucoup de l'IA, mais l'IA existe depuis déjà bien longtemps. Et moi, je pense aux entreprises industrielles qui l'utilisent depuis 10 ans. Alors à ce moment-là, ils ne parlaient pas forcément d'IA. Ils parlaient notamment de maintenance prédictive, de performance opérationnelle. Et il y avait de l'IA pourtant au sein de leur boîte. Et dernier point sur cette première question, n'oublions pas les fondamentaux et on le mesure en permanence et peut-être qu'on est répétitif et les fondamentaux, c'est de l'innovation. C'est que clairement, on voit en permanence une corrélation entre les boîtes innovantes et leur avancement selon les technologies. Et là, en l'occurrence, plus les boîtes sont innovantes et plus les ETI sont innovantes, également plus elles sont internationalisées, plus l'IA est déployée dans leurs entreprises. Vous parliez de l'industrie. Est-ce qu'on observe une convergence dans l'adoption de l'IA selon les secteurs d'activité? Est-ce que certains sont plus en avance que d'autres? Alors oui, il y a une vraie différence dans les secteurs d'activité qui, je pense, ne va pas vous étonner. Alors, tous des entreprises du service aux entreprises, dont KPMG par exemple, mais aussi les banques d'assurance, dont BPI France par exemple, ont quand même des taux d'adoption d'IA qui sont assez forts, en tout cas plus importants que les autres entreprises. Et c'est ce que je vous dis est valable évidemment pour les ETI. Après, on a des secteurs qui sont, je dirais, dans la moyenne, et là en particulier l'industrie. Comme je disais, c'est quand même des entreprises qui ont, en tout cas certaines, qui sont déjà bien avancées technologiquement, et plutôt à la traîne, ce sont les ETI du transport et la construction. Alors comme nous disent certains dirigeants, on ne va pas utiliser de l'IA pour faire la plomberie, certes, mais pour autant, ça peut être quand même un outil extrêmement positif en termes d'optimisation de process. Vous parliez effectivement des secteurs. On peut aussi observer, nous, une différence dans l'adoption dans les fonctions de l'entreprise. On voit souvent la R&D, le marketing très en avance dans l'adoption et d'autres fonctions comme la RH ou la finance peut-être un petit peu en retard. C'est un point qu'on a aussi observé. L'adoption est quand même, c'est très encourageant, très progressif. Est-ce qu'il demeure quand même des freins au niveau des dirigeants de ETI sur comment basculer dans cette transformation qui concerne toute l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez pu identifier auprès de ces dirigeants? Alors, les freins sont partout. Je vais vous dire, quel que soit le sujet qu'on travaille au lab, on voit qu'il y a deux freins qui reviennent en permanence. C'est le manque de temps et le coût. Alors, le manque de temps n'est pas ressorti sur l'adoption de l'IA, mais les coûts, évidemment, sont ressortis. Alors, certains vous diront que les IA génératives ne sont pas très coûteux, y compris sur des modèles qui sont appliqués à l'entreprise. En revanche, il y a des projets d'IA qui sont beaucoup plus coûteux et donc c'est un choix que d'y aller, et en particulier pour des ETI. Alors, dans les autres, je prends ma petite fiche pour ne pas en oublier, mais je ne vais pas être trop longue non plus. Sur les autres freins qui ressortent beaucoup, vous en avez parlé tout à l'heure, Damien, en introduction, ce sont les usages. En fait, c'est vraiment la question, c'est OK, j'ai bien compris qu'il fallait que j'adopte l'IA, mais pour en faire quoi ? Et surtout, en fait, est-ce que je vais avoir un ROI dessus? Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que l'IA peut permettre d'automatiser un process, mais est-ce que pour autant, cette automatisation, elle est rentable? Si développer un projet IA coûte infiniment plus cher que d'avoir quelques people qui bossent dessus, finalement, ce n'est pas forcément intéressant. Autre frein qui ressort, ce sont les collaborateurs. Alors, avec diverses, je dirais, raisons. Ce n'est pas tant des collaborateurs qui ne voudraient pas avancer sur des projets IA. C'est plutôt des questions d'expertise, en fait, notamment pour certains projets IA. Il faut avoir des ingénieurs qui sont suffisamment capés pour structurer des données, ce qui va me faire une transition avec un autre frein. C'est qu'il n'y a pas d'IA, je ne vais pas vous l'apprendre ce matin, mais c'est quand même bon de le rappeler, il n'y a pas d'IA sans données. Et nous, alors c'est sans doute un petit peu moins pour les ETI, mais nous on le voit sur les échantillons de PME et ETI, on a quand même une PME sur deux qui ne fait pas d'analyse de données. Enfin, ouais, je ne sais pas si c'est absolument énorme. Et nous, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment travailler vos données. Si vous n'en avez pas, quelles données collecter, comment les structurer, et bien sûr, comment les exploiter. Ça fait le lien avec les usages. Et dernier point là aussi que j'aime bien rappeler, parce que c'est des fondamentaux, l'IA c'est bien, mais c'est comme dans tout, il faut savoir ce qu'on va en faire, ça s'appelle une stratégie, et il faut savoir comment la mettre en place, et ça s'appelle la gouvernance et le management. Donc voilà, n'oublions pas ça, savoir où on va et comment on y va. Vous parliez de coûts, ça amène à une question qui est quelquefois un petit peu délicate, c'est le budget qu'on doit consacrer à l'IA.
Est-ce que vous avez une petite indication, encore une fois, de la tendance compliqué sans doute de sortir une moyenne, mais malgré tout, un peu un benchmark que vous avez pu identifier auprès des ETI et peut-être aussi en cible pour rester dans la course. Quelles seraient les perspectives d'investissement sur l'IA? Alors, question un petit peu plus difficile, on ne peut pas donner une moyenne parce que ça dépend trop des entreprises, de la taille, du secteur d'activité. Ce qu'on observe, c'est qu'on peut être sur quelques dizaines de milliers d'euros, notamment sur certains prototypes. Et je pense notamment à une boîte industrielle sur des chaînes de production qui avait un projet de l'ordre de 300 000 euros. Donc, voilà, je ne peux pas donner une moyenne, ça dépend vraiment de ce qu'on peut faire et ça peut engager effectivement des investissements importants. Et c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est, nous on observe, et on en discutait tout à l'heure, lié au contexte d'incertitude, je ne vais pas faire toute la leçon ce matin dessus, globalement un tassement général des investissements. Et là-dedans, on a plutôt des investissements en vert et des investissements en IA qui semblent quand même se préserver. Mais n'oublions pas ce contexte général qui est que dans ce niveau d'incertitude, les boîtes ont plutôt tendance à freiner leurs investissements. Elles comprennent bien qu'elles doivent avancer sur l'IA, donc elles y vont, mais peut-être encore plus avec plus de rationalité ou de pragmatisme, je dirais, qu'elles ne l'auraient fait il y a 2 ou 3 ans. Alors je peux peut-être compléter la réponse. Effectivement, compliqué de sortir une moyenne. On peut partager une information que l'on a obtenue dans une étude. On a identifié que 9% des entreprises, les entreprises consacraient 9% de leur budget IT à l'IA aujourd'hui. Et en perspective, sur un horizon à 3 ans, plutôt 16% de leur budget IT. Donc ça donne une petite idée à la fois de l'investissement actuel et de la perspective. Et ça donne aussi une indication importante, je pense, sur le fait que l'IT ou la technologie de manière générale est vraiment la brique essentielle pour permettre cette transformation. On parlait des ETI. Souvent, la perception, c'est qu'elles ont peut-être moins de moyens que des grands groupes internationaux pour justement investir et déployer l'IA. Quels seraient peut-être les use cases prioritaires, le plus simple pour un dirigeant pour actionner et embarquer son équipe dirigeante dans cette adoption? Alors là, je dirais, pour les ETI comme pour toutes les PME, c'est vraiment une adoption selon les gains estimés et ce qui est plutôt à la fois évident et facile à mettre en place. Donc la première chose, j'en ai pas déjà parlé tout à l'heure, c'est l'optimisation de process et la performance opérationnelle. C'est simple, c'est visible immédiatement dans les pratiques et dans les gains. Autre élément, vous l'avez dit, c'est tout ce qui a trait à la performance commerciale, les relations clients, la gestion des leads, donc marketing, offre. Et puis, dernier élément, et là on est quand même encore très très loin, et j'imagine que ça représente beaucoup de clients aussi pour KPMG et d'autres cabinets, c'est le business model en fait. C'est vraiment, parce qu'on dit toujours, oui, l'IA, c'est une techno de rupture qui va faire bouger énormément les business models. Oui, certainement, mais là pour le coup, on est entre 10-20% de boîtes, enfin en tout cas pour celles qui adoptent l'IA, qui vont très très loin dans cette adoption de l'IA. Donc là, quand je dis vraiment bouger le business model, c'est finalement comment je passe à une économie servicielle quand même je vends un produit, c'est-à-dire vraiment j'utilise mes données à fond pour vendre un service à mes clients. Et on est toujours, je le rappelais tout à l'heure, sur cette question d'innovation, de culture client, c'est où sont les besoins et comment je vais répondre le mieux possible. Et ça, c'est plus difficile. Et c'est plus difficile aussi au niveau des équipes. Et c'est la raison pour laquelle c'est sans doute moins avancé dans les entreprises. Mais je ne suis pas inquiète parce que vu le taux de progression, en fait, on voit bien qu'il y a un pas à pas. Et je le dis souvent aussi, on a pu le connaître dans des grands groupes ou dans des entreprises sans doute respectives, c'est que l'ETI, elle ne peut pas lancer 50 POC en même temps et voir l'année suivante que finalement, il y en a 4 qui sont vraiment valables. Donc ça crée en fait, la contrainte crée un pragmatisme dans l'approche et en même temps la technologie évolue, les technos sont plus matures. Donc moi je pense que c'est extrêmement positif pour les ETI. Donc il y a une tendance qui est effectivement très, très forte. On peut aussi voir, nous, au travers de quelques études, que à peu près 80% des salariés se projettent utiliser, ou en tout cas dans une utilisation de l'IA au quotidien d'ici à 3 ans. Donc effectivement, c'est une vraie accélération. On comprend également de ces mêmes salariés qu'ils attendent aussi de la part des entreprises une clarification du cadre, c'est-à-dire que vous parliez de Shadow IA, et effectivement la responsabilité d'un dirigeant, c'est de mettre un cadre de travail qui permette la conception et l'utilisation d'une IA en toute transparence au bénéfice de l'intelligence collective. Ça, c'est un point très important.
On parle beaucoup de l'IA également sous le point de vue éthique, j'en parlais tout à l'heure. Il faut qu'effectivement cette transformation soit au bénéfice de l'humain. On parle souvent de l'humain augmenté, moi je parle souvent au bénéfice de l'intelligence collective, on parle souvent d'hybridation des intelligences. Là encore, je suis dirigeant d'une ETI, comment je peux amener cette transformation en respectant vraiment un cadre éthique basé sur la confiance et la transparence? Alors, je dirais que pour les ETI, il y a une forme, je dirais une forme d'évidence quand même sur la gestion de l'humain et de l'éthique. On observe quand même que dans certaines entreprises, les dirigeants sont craintifs par rapport aux destructions d'emplois possibles ou en tout cas aux modifications substantielles des missions. Donc pour certains, c'est vrai. Et vous voyez, dans les PME, on est plutôt de l'ordre d'un quart. Dans les ETI, c'est un petit peu moins, je dirais 15-20%, mais de dirigeants qui ont quand même peur d'y aller aussi pour ces raisons-là. Pas que, mais aussi pour ces raisons-là. Maintenant, on est dans un contexte de quand même globalement tout secteur de difficultés de recrutement. On sait que dans nos méga-trends, la démographie va poser quand même un vrai sujet de recrutement de talents dans les entreprises. Et donc l'IA, elle vient aussi dans ce contexte-là de gestion des talents. Et donc une fois de plus, sur cette prise en compte de l'humain, on a des dirigeants quand même d'entreprises justement intermédiaires qui ont une proximité naturelle avec leurs équipes. On a vu aussi à travers les cas d'usage que beaucoup remontent de la part des collaborateurs. Et ça, c'est gage aussi d'adoption. Certains dirigeants nous disent aussi, en fait, justement, je voulais avancer sur l'IA, mais j'étais pas hyper à l'aise sur quel usage ou comment prioriser mes chantiers. Et finalement, c'est devenu de groupes de travail des équipes qui ont fait remonter des cas d'usage. Et après, il y a eu un travail de priorisation. Et puis il y a aussi pas mal de programmes de formation pour ceux en tout cas qui adoptent l'IA, des équipes qui font que ça crée quand même ce mouvement. Il y a des mouvements aussi, un peu comme tous les sujets d'ambassadeurs. Oui. Quelqu'un qui est hyper à l'aise à l'IA, qui va être ambassadeur auprès d'autres équipes. Donc je dirais un mouvement naturel. On n'en a pas parlé, mais peut-être la question qui se pose, parce que là aussi on l'entend beaucoup, c'est plutôt la question des outils en fait. C'est quel outil utiliser. Nous par exemple, quand on a sorti notre étude sur l'IA, on disait souvent à propos de l'IA générative, entre parenthèses, c'est tout bête, on mettait ChatGPT. Et certains nous ont dit, mais faites attention en fait, parce que sinon ça va devenir comme Kleenex. Plutôt que de dire IA, on dira ChatGPT. Alors forçons-nous à utiliser les entreprises françaises ou européennes qui font de l'IA. Évidemment, là je fais penser au chat de Mistral. Donc vous voyez, ça fait aussi la une des journaux, le cloud, ok, OVH. Mais donc, comment on fait aussi collectivement pour que les outils qui sont utilisés en entreprise sont dans la mesure du possible des outils qui garantissent la souveraineté européenne. Parfait, je regarde l'heure, on arrive quasiment à la fin du créneau, on va se garder quelques minutes si vous voulez pour une session Q&A à la fin. Je pose une dernière question avant de conclure, peut-être finalement si vous aviez un conseil à donner à un dirigeant pour amorcer cette transformation. Le conseil, il est assez basique, c'est vraiment utiliser tous les outils à votre disposition, outils au sens large. Ici, ce que j'entends, c'est tout ce qui est réseau de pairs. Alors, ça peut être aussi un événement comme Vivatech, et encore que c'est peut-être un petit peu trop grand. Mais on voit beaucoup de dirigeants, notamment d'ETI, qui participent par exemple à l'APM, qui créent des programmes non pas de formation, mais de sensibilisation sur tout un tas de sujets. Ça permet de comprendre ce que font les autres. Peut-être dans d'autres secteurs d'activité, mais ça donne des idées. On peut poser des questions sur justement combien ça coûte, quels sont les freins, etc. Deuxième élément, c'est j'appelais ça l'écosystème. C'est avec qui je travaille. Donc on a vraiment des entreprises qui nous disent qu'il ne faut pas forcément aller chercher un partenaire un partenaire technologique lointain, mais justement par le réseau. Ça peut être une boîte qui sait mettre en place tel techno ou qui a déjà travaillé avec nous. Et donc il y a vraiment cette idée de travailler avec, et c'est pour ça que j'aime bien ce mot d'écosystème. Et puis troisième élément, et ça marche bien dans les ETI, c'est les équipes. C'est s'appuyer sur ces équipes, parce que vous en faites des ambassadeurs, des parties prenantes, sentiment de respect, volonté d'avancer, et s'il y a des blocages, ils seront assez visibles, et donc rester à l'écoute des personnes, tout simplement. Donc Élise, ce que j'ai retenu de notre échange, c'est que l'IA n'est pas juste pour les grands groupes, ça concerne aussi les ETI, et l'adoption confirme qu'effectivement il y a une vraie prise de conscience des dirigeants et des équipes, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi être très vigilant sur la gouvernance que l'on met en place pour justement avoir un cadre transparent qui garantisse la conception et l'utilisation des données pour éviter tout biais dans
dans les résultats que l'on peut recevoir. Et finalement, c'est vraiment une opportunité pour les ETI. On parlait de la compétitivité au départ. Oui, c'est une opportunité pour les entreprises pour défendre leur compétitivité et vraiment avoir une transformation au service d'une intelligence collective. Donc, est-ce que j'ai bien résumé ce qu'on s'est dit? Parfaitement bien. Et, bon. Et d'ailleurs, peut-être pour terminer, ça, on va vouloir avoir le dernier mot. Non. On a une enquête qui n'est pas sortie, d'ailleurs, elle ne sera pas forcément publiée. On a quasiment 3/4 des patrons d'ETI qui font vraiment un lien direct entre IA et compétitivité. Donc vraiment, la conscience, elle est là. Et même nous, on a été, je dirais pas inquiétés, mais quand même assez étonnés de voir que les dirigeants en font une question de survie pour l'entreprise à 3-5 ans. C'est que non seulement la conscience, elle est là maintenant, mais à 3-5 ans, il y a vraiment cette idée de j'ai intérêt d'avancer parce que sinon, ça peut être vraiment très compliqué pour moi. Donc on est positif chez BPI France et là on a encore des raisons d'être. On l'a également chez KPMG. Merci beaucoup Élise pour cet échange. Il nous reste pile 4 minutes pour les Q&A. Donc on peut... Ah, tu prends le micro, oui bien sûr. Que fait le lab ? Alors le lab c'est facile, on fait des études stratégiques auprès des chefs d'entreprise, plutôt TPE, PME, ETI, et sur des sujets à la fois, je dirais technologiques en tout cas, de sujets comme l'intelligence artificielle, et puis plus largement des sujets de société, d'organisation, aussi en parlait Damien, sur le management de ces entreprises, les gouvernances et voilà, le climat, enfin tout sujet qui peut intéresser un dirigeant de PME. Alors, la question, c'était quels sont les services que vous proposez. Le lab, c'est vraiment des études qui sont gratuites et accessibles à tous. Hein, le lab-bpifrance.fr, je n'ai pas prévu de faire de pub, mais si vous voulez, il n'y a pas de... vous pouvez. Et puis après, BPI France, donc Banque Publique d'Investissement, propose... Alors, il y a évidemment tous les financements qui sont souvent connus. Et puis après, il y a une palette d'accompagnement, justement, de conseils aux entreprises via différents accélérateurs. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes. Donc si une question vous brûle les lèvres, vous avez encore le temps de le faire. Estelle, non? Bon, parfait. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Élise, merci encore une fois pour votre témoignage et donc à très vite. Au revoir.